Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Comment faire face à la montée des populismes et des extrêmes en Europe? François Hollande livre son regard et son diagnostic sur la situation. Le président a accordé un entretien à différents journaux en Europe. Il fait part de ses craintes à quelques mois des élections européennes et évoque en creux la pression du Front National en France. On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Et puis l'alerte d'Alain Juppé, le cofondateur de l'UMP et ancien Premier ministre, interpelle son camp. Sommes-nous devenus fous? La survie de l'UMP est en jeu en raison de chicayas internes et de rivalités personnelles, écrit-il sur son blog. Nous reviendrons ce soir sur les démons qui agitent la droite. Stop au sexisme au Parlement. Le député UMP qui avait cacté comme une poule pendant la prise de parole d'une députée écologiste a été sanctionné à l'unanimité. Il sera privé d'un quart de son indemnité parlementaire durant 1 mois. Ministres et parlementaires ont vivement réagi cet après-midi. Extrait dans ce journal. Didier François, journaliste européen, et Édouard Elias, photoreporter, ne sont pas les seuls journalistes à être retenus en otage en Syrie depuis plusieurs mois. 2 autres confrères, Nicolas Hénin et Pierre Torres, enlevés une quinzaine de jours après eux, sont également détenus dans le pays. C'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui l'a annoncé ce matin. Détail à suivre. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Il n'y va pas par 4 chemins. Alain Juppé tire la sonnette d'alarme et s'inquiète pour la survie de l'UMP après les rivalités de personnes et les chicayas internes, dit-il. Le cofondateur de l'UMP interpelle ainsi son camp sur son blog. Sommes-nous devenus fous? Trop, c'est trop. Alain Juppé lance un cri d'alarme. Le cofondateur de l'UMP craint pour la survie de son parti, en proie, selon lui, à des chicayas internes. En toile de fond, la déclaration de guerre de François Fillon à Nicolas Sarkozy. L'ancien Premier ministre se dit le mieux placé pour 2017. Pour Éric Ciotti, l'un des fidèles lieutenants fillonistes, les déclarations de l'ancien Premier ministre sont au contraire plutôt saines pour le débat. Il y a un débat. Ce débat, il est utile pour l'opposition et il sera utile pour la France. Je crois que François Fillon est un homme de vérité. Il dit où il veut aller, il le fait clairement. Dans le clan sarkozyste, Henri Guénaud dénonce une forme d'indécence de François Fillon. Je suis assez choqué par l'attitude aujourd'hui de François Fillon que je ne comprends pas. Il n'a pas aimé être numéro 2, il aurait voulu être numéro 1 et que passe son temps à développer une sorte de harne, d'hostilité, d'agressivité vis-à-vis de celui qui quand même l'a honoré. En plaçant ses pions pour 2017, François Fillon enflamme une nouvelle fois les esprits dans son propre camp. Simple polémique ou nouvelle guerre des chefs, en tout cas, le camp Copé jubile et Alain Juppé se pose en arbitre. Ils sont détenus en Syrie depuis le 22 juin dernier, mais on l'a appris qu'aujourd'hui, car les familles souhaitaient communiquer en temps voulu. Mais le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'a annoncé plus tôt que prévu, semble-t-il. Les journalistes Nicolas Hénin et Pierre Torres sont retenus en otage, tout comme Didier François, journaliste européen, et le photoreporter Édouard Elias. Au total, ce sont donc désormais officiellement 4 journalistes français qui sont otages en Syrie. Dans l'actualité, soulagement pour l'exécutif avec la validation par le Conseil constitutionnel des lois sur la transparence de la vie publique. Hier, certains parlementaires de la majorité redoutaient une censure, notamment des mesures concernant la publication au journal officiel du patrimoine des élus. Finalement, ça passe. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Le Conseil constitutionnel a dit oui, il valide pour l'essentiel la loi sur la transparence. Désormais donc ils seront plus de 8000 ministres, députés, sénateurs, mais aussi hauts fonctionnaires à devoir remplir les 2 déclarations de patrimoine et d'intérêt. Une décision saluée par Jean-Pierre Bel. La loi telle qu'elle a été votée est une avancée. Au Sénat, nous avions souhaité qu'elle aille plus loin. Je suis heureux que le Conseil constitutionnel, pour l'immense essentiel, n'ait pas invalidé ces dispositions qui, je crois, sont nécessaires à notre démocratie. Même accueil au gouvernement pour Alain Vidalis, le ministre des Relations avec le Parlement. Cette décision place la France au premier rang des démocraties en Europe. François Hollande estime, lui, qu'elle va permettre de réhabiliter la vie politique.
À droite, on dénonce l'hypocrisie du gouvernement. Pour Bruno Retailleau, sénateur UMP de la Vendée, le gouvernement oublie l'origine de cette loi. Il y a aussi beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Je pense que la société demande de la transparence et c'est sans doute le sens de l'histoire, très bien, mais il faut aussi voir d'où vient ce texte et qu'avec ce texte-là, en aucun cas, même s'il avait été voté avant l'affaire Cahuzac, les digues qu'il prétend ériger n'auraient pas été suffisantes pour éviter l'affaire Cahuzac. Le Conseil constitutionnel a aussi émis des réserves et supprimé certaines mesures. Les élus locaux n'auront par exemple pas à publier leur déclaration de patrimoine. Mais malgré ces retouches au sein de la majorité, on parlait ce soir d'un pas de géant en matière d'exemplarité. En bref, Jean-Marc Ayrault précise ce soir que le gouvernement reconduira les aides aux communes pour l'année 2014 afin de permettre la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Je rappelle que ce point sur le financement de la réforme inquiétait les élus de droite comme de gauche qui réclamaient que le fonds mis à disposition de cette réforme soit pérenne. L'annonce a donc été faite tout à l'heure dans la soirée après une rencontre entre le Premier ministre et le président de l'Association des maires de France. Il s'agit de Jacques Pélissard. Dans l'actualité également, le député UMP Philippe Leray, qui avait cacté comme une poule pendant la prise de parole hier soir d'une députée écologiste, a été sanctionné à l'unanimité. Il sera privé d'un quart de son indemnité parlementaire durant 1 mois. Et l'affaire rebondit cet après-midi. Une soixantaine de femmes députées de gauche sont volontairement arrivées en retard à la séance des questions d'actualité au gouvernement dans l'hémicycle. Elles ont été accueillies par les applaudissements des bancs de la gauche et le départ de nombreux députés de droite. À son retour dans l'hémicycle, le président du groupe UMP a qualifié l'opération de mascarade. On écoute l'échange entre Christian Jacob et Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale. Il y a eu cette nuit un incident tout à fait regrettable. Les quolibets, c'est regrettable. Simplement, je vous rappelle que ça n'est pas pire que le bras d'honneur de M. Mamère ou d'autres collègues qui ont été faits dans cet hémicycle. Ramenons les choses à ce qu'elles sont, Monsieur le Président. Et que vous soyez porté comme caution de la mascarade qui vient d'y avoir dans cet hémicycle, avec cette théâtralisation. Je trouve que ça n'est pas digne non plus de notre Assemblée, Monsieur le Président. Nous aurons l'occasion de parler de cela au niveau de la conférence des présidents. Mais s'il y a des combats qui devraient permettre de rassembler beaucoup plus largement sur cet hémicycle, l'égalité entre l'homme et la femme fait partie de ces combats. Et autre actualité qui concerne l'Assemblée et le Sénat, très différente celle-ci, c'est le désaccord entre députés et sénateurs sur le non-cumul des mandats. Aucun terrain d'entente n'a été trouvé lors de la commission mixte paritaire sur ce sujet sensible. On en parle avec Perrine Tarnot pour le décryptage politique. Bonsoir Perrine. Bonsoir Sonia. Alors dites-nous, est-ce que les positions sont totalement irréconciliables entre députés et sénateurs sur ce sujet? En tout cas, ce soir, ça le semble très fortement. Il y a eu seulement 10 minutes de discussion en commission mixte paritaire entre d'une part des députés plutôt résignés à la fin du cumul et puis d'autre part des sénateurs toujours révoltés contre le projet de loi du gouvernement. Alors je schématise un peu, mais parce que tous les sénateurs n'ont pas d'une part voté contre la limitation du cumul, mais quand même, il y a eu une majorité au Sénat pour adopter des amendements autour de ce qu'ils ont appelé l'exception sénatoriale. C'est-à-dire que la version telle qu'elle est sortie du Sénat, s'appliquerait, la limitation du cumul s'appliquerait aux députés et pas aux sénateurs. Les sénateurs le justifient par l'article 24 de la Constitution qui stipule que le Sénat représente les collectivités territoriales. Donc les sénateurs ne veulent pas devenir des parlementaires hors sol, comme ils s'appellent. Ils justifient leur cumul, comme étant représentant les collectivités territoriales. Et donc, est-ce que c'est l'impasse? En tout cas, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? Il va y avoir une nouvelle lecture à l'Assemblée, au Sénat, mais en tout cas, les positions, à mon avis, ne vont pas évoluer. De son côté, le gouvernement, lui, a dit à plusieurs reprises qu'il se resterait inflexible, il ne cédera pas, et donc il va demander à l'Assemblée nationale de rétablir la version initiale du projet de loi. Et in fine, c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. En tout cas, la limitation du cumul ne s'appliquera pas avant 2017. C'est la seule concession accordée par le gouvernement à la fronde des élus et même
sans doute application à partir de l'automne, de l'hiver 2017, puisqu'il faudra attendre d'une part le renouvellement au printemps de l'Assemblée nationale et puis d'autre part le renouvellement de septembre 2017 au Sénat. Donc après toutes les élections et surtout après l'élection présidentielle. Donc il va falloir voir si pendant la campagne présidentielle, eh bien, ce débat entre pro et anti-cumul ressurgit. Bon, d'ici là, on peut quand même parier que l'opinion aura assimilé la fin du cumul des mandats, que ce sera difficile pour les politiques de revenir en arrière. C'est sûr. Et justement, pour tout savoir sur l'élaboration de ce texte, les coulisses et les débats des échanges, souvent croustillants, on a eu de nombreux exemples, c'est à découvrir jeudi soir, c'est après 22h, ça s'appelle Les Révoltés du cumul de Marie Brémaud. Je vous propose de regarder justement un extrait, Perrine, regardez. Oula! J'ai pris l'eau parce que je ne voulais pas te manquer. Le président s'est mouillé. Mais je me suis mouillé, je suis un sénateur qui se mouille. Je suis pour le non-cumul des mandats, de façon à ce que chacun fasse une tâche. Tu sais, il y a beaucoup de talent dans la République. Tu sais pourquoi? Parce que tu inaugures trop de choses, tu inaugures un peu moins. Beaucoup de talent dans la République. Tu vois, moi j'ai un seul mandat. Et bien, t'en as eu plusieurs. J'en ai eu avant. T'en as eu un bon paquet. Ça fait 10 ans, 12 ans que j'en ai qu'un. La semaine dernière, pendant le week-end, j'ai été visiter 12 communes. Tu fais ça. Ça n'empêche pas d'être présent sur le terrain. Mais quand même, tu n'as pas donné l'exemple au début de ta carrière, parce que j'ai regardé le nombre de mandats de responsabilité que tu as eu. Et au début, tu vois, j'ai été 3 fois député, j'ai été que député. Voilà, les dessous, les coulisses, c'est à découvrir donc jeudi soir après le 22h à 22h30. Ça s'appelle Les Révoltés du cumul de Marie Brémaud. Merci beaucoup, Perrine Ternon, pour votre décryptage. La suite du 22h, dans un instant, c'est le club d'éditorialistes du mercredi soir. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info de Faustine Saint-Geniès. L'anticoagulant Pradaxa sur la sellette. Les familles de 4 victimes mortes début 2013 suite à des hémorragies ont décidé de porter plainte. Dans leur viseur, le laboratoire allemand Boehringer Ingelheim qui commercialise le produit, mais aussi l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ils lui reprochent d'avoir méconnu le principe de précaution. Aussi bien le laboratoire que l'Agence du médicament, et c'est ce que nous considérons, c'est ce que les familles considèrent aussi, sont tous les deux fautifs. Faut-il d'avoir mis un produit sur le marché sans antidote? Faut-il de savoir qu'il y a des difficultés sans, justement, apporter des solutions? En France, 4 000 à 6 000 décès par an seraient liés à des accidents hémorragiques. La réforme pénale présentée en Conseil des ministres ce matin par Christiane Taubira, avec 2 mesures phares, la création d'une peine de probation en milieu ouvert et le fait de favoriser les sorties sous contrainte de prison, c'est-à-dire avec un accompagnement. Une réforme décriée par certains syndicats comme trop ambitieuse. Cette réforme, elle nécessitera de toute façon des moyens humains qu'actuellement nous n'avons pas. Cette réforme ne pourra être mise en œuvre que si on donne à la justice les moyens de l'exercer. L'opposition, elle, dénonce un laxisme. Le texte doit être examiné à l'Assemblée nationale à partir du 8 avril. Des huées et des insultes, c'est ainsi que les habitants de l'île de Lampedusa ont accueilli le président de la Commission européenne et le chef du gouvernement italien, une semaine après le naufrage d'un bateau qui a fait plus de 300 morts. José Manuel Barroso s'est recueilli devant les cercueils de migrants. Enrico Letta, lui, leur a accordé des funérailles nationales. L'Europe cherche une solution face à l'afflux d'immigrants au large des côtes italiennes, sans pour autant revoir sa politique d'asile. Janet Yellen nommée à la tête de la Banque centrale américaine. Elle était d'ailleurs la favorite de la course pour succéder à Ben Bernanke. Barack Obama l'a choisie pour rassurer les marchés. Il doit encore attendre l'aval du Sénat. Une fois confirmée, elle sera la première femme présidente de la Fed. Barack Obama obligé de pratiquer les gestes de premier secours à la Statue de la Liberté. Cette caricature du New York Times revient sur l'impasse budgétaire aux États-Unis. Une situation critique. Plus de 40% des fonctionnaires ont été forcés de prendre des congés sans solde. Une première depuis 1995. Le club d'éditorialistes du 22h et 2 thèmes sont au menu de notre club ce soir avec d'abord cette question: comment contenir la pression et la poussée du Front National? C'est la question qui obsède à droite et à gauche. Dans une interview à paraître demain dans différents journaux européens dont le Nouvel Observateur, François Hollande fait part de ses craintes et livre son diagnostic sur la montée des populismes en Europe.
Autre thème ce soir, nous parlerons du gouvernement qui fait face aux plans sociaux et en particulier celui d'Alcatel-Lucent. Alors quelles sont les marges de manœuvre pour l'exécutif? On en parle ce soir avec Yvan Rioufol. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, Sonia. essayiste et éditorialiste au Figaro. Avec nous également Laurent Geoffrin. Bonsoir. Directeur du Nouvel Observateur. Notre chroniqueur économique Jean-Louis Goumbaud nous accompagne. Bonsoir Sonia. Bonsoir Jean-Louis. Et le dessinateur en chef du 22h, Hervé Baudry. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Vous êtes couronné ce soir. Bah oui, je vois ça. Nouvelle Bonsoir fonction à tous. à assumer. Alors messieurs, d'abord, droite et gauche face à la pression du Front National dans une interview donc accordée à différents journaux européens, dont en France le Nouvel Observateur. Laurent Geoffrin, le président de la République, réagit à la montée des populismes en Europe. Il fait part dans votre journal de ses craintes de voir aux prochaines élections européennes un Parlement anti-européen. C'est sa crainte? C'est une hypothèse crédible. Il y a une montée des partis protestataires dans l'ensemble de l'Europe. Et donc il est possible, je ne dis pas du tout que c'est sûr, mais enfin il est possible que ce qu'on voit en France, c'est-à-dire ce sondage est historique. Hein. Alors on va parler du sondage. Parce que pour la première fois... Le sondage qui fait peur, oui. C'est un sondage, pas une élection. Mais enfin, pour la première fois dans un scrutin national, le Front National arrive devant les deux grands partis du gouvernement. Pour les élections européennes. Pour les élections européennes. Bon, ça s'est jamais produit. Et le chiffre est très élevé. Donc c'est une menace. Enfin, à mon sens, il y a des gens qui trouvent ça très bien, ceux qui votent pour lui notamment. Mais enfin, à mon sens, c'est une menace très importante. Et on retrouve les mêmes phénomènes dans plusieurs pays d'Europe. Donc on risque d'avoir un Parlement européen à la prochaine élection qui bloquera au fond les institutions européennes, qui empêchera les choses de se faire parce qu'il aura essentiellement comme but d'empêcher les choses. Et il sera hostile au principe même de l'Union. Et dans cette interview, François Hollande livre son diagnostic sur cette poussée des extrêmes, affirmant que ce n'est pas tant ou seulement, disons, la crise économique qui explique cette situation, mais dit-il, c'est la peur du déclin, le rapport à l'islam et le vieillissement des populations. C'est votre avis? En tout cas, il a raison de dire que ce n'est pas simplement la crise économique et sociale qui fait monter les populismes. D'ailleurs, j'aurais un mot à dire sur ce terme de populisme, qui ne veut simplement dire que ce sont simplement les peuples européens qui pensent à peu près la même chose de leurs dirigeants. Alors on les appelle des populismes. Quel terme vous utilisez alors? La montée des extrêmes? Le terme d'une expression démocratique. C'est une expression démocratique, naturellement, face à une oligarchie qui ne représente plus personne. Appelons ça la démocratie, plutôt que du populisme, parce que ça donne un côté dédaigneux. Mais donc je suis heureux de voir que, je n'ai pas lu cette interview, mais je suis heureux de voir que le président de la République est un peu plus lucide sur ces montées de vote protestataire, si on veut bien aller par là. Car, naturellement, il était une évidence pour tous ceux qui voulaient bien regarder les réalités que la crise économique et sociale ne suffit toujours pas, bien sûr, à expliquer le malaise existentiel qui traverse tous les pays européens, et singulièrement la France. Et ce malaise existentiel, ce malaise identitaire, est dû naturellement, faut-il encore le répéter, mais oui, puisque personne ne veut l'entendre, à une immigration de peuplement excessive, à la place d'un islam radical qui veut subvertir l'espace public et à un communautarisme qui fracture la société. Ce sont tous ces grands sujets qu'il faut naturellement débattre, dont la gauche s'aperçoit aujourd'hui qu'elle en a fait l'impasse, sauf aujourd'hui en écoutant Manuel Valls, mais il est bien tard, me semble-t-il, avant l'échéance des municipales. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a effectivement un seul parti pour l'instant, et je le regrette, qui ait porté ces sujets jusqu'au bout, et qui s'appelle le Front National. Laurent Geoffrin. Ces facteurs sont réels, hein, je ne les néglige pas, mais quand on lit l'interview de Hollande, il dit ce qui favorise les partis anti-système, c'est le manque de résultats. Il dit ça. Il dit ça, y compris pour lui-même d'ailleurs. Hein. Donc il y a une certaine lucidité là-dedans. Je pense qu'il y a un manque de diagnostic. Prenez le cas de l'Allemagne. Il y a aussi une migration très forte en Allemagne. Il y a beaucoup de Turcs, par exemple. Il y a des problèmes sociaux, il y a des inégalités, il y a tout ce qu'on veut. Sauf que Angela Merkel, c'est pas forcément mes idées, hein, mais elle a des résultats. Ça marche. C'est-à-dire que les chiffres sont bons plutôt, le chômage est plus bas, il y a un excédent commercial. Et puis, je suppose, enfin, j'imagine que les Allemands, dans leur vie quotidienne, pensent que le gouvernement fait ce qu'il faut pour aller dans leur sens. Vous avez la même crise identitaire en Allemagne que partout ailleurs en Europe. Non, oui, mais il n'y a pas le phénomène. Convenez, quand le pays va mieux,
eh bien, les extrêmes sont moins importants. Mais justement, non, je ne me conviens pas de cela. Parce que vous êtes obsédé par l'identité nationale. Mais non, je ne suis pas obsédé par cela. Je regarde les faits et depuis longtemps, je me rends compte que c'est un problème qui obsède les gens. Et je suis contre ce discours qui voudrait dire que, vous verrez, puis quand le chômage baissera, ces crises identitaires baisseront. On a déjà vu que quand le chômage baissait était moins important, ces crises identitaires perduraient. Donc je dis qu'il y a deux sujets, qui ne sont pas d'ailleurs antagonistes, naturellement. Il y a ces crises économiques et il y a ces crises qui sont dues à une immigration impensée. Je ne parle pas directement d'économie, là. Je ne suis pas obnubilé par ça, je constate ce que les faits. L'identité nationale, peu importe. Mais quand la classe politique a des résultats, quand elle dit, voilà, on a un projet, on le met en œuvre et ça aboutit à certaines choses, les gens reprennent confiance. Alors, et à ce moment-là, les partis protestataires et la protestation est plus faible, c'est normal. Oui, mais simplement, les deux opinions sont valables. Parce que vous regardez la question en Autriche. En Autriche, ils ont 5% de taux de chômage. Le parti d'extrême droite aux dernières élections a approché les 25%, c'est-à-dire plus qu'en France. En Norvège, ça ne fait pas partie de l'Union européenne. Ils ont 3% de taux de chômage. Le parti d'extrême droite maintenant approche les 20%. En Finlande, ils ont 8% de taux de chômage. Le parti d'extrême droite, qui s'appelle les vrais Finlandais, arrive maintenant à aussi près de 20%. Donc il n'y a pas, et on a vu avec l'élection de 2002, lorsque M. Jospin s'était dit « si je fais baisser la courbe du chômage, je vais pouvoir passer », il ne passe pas, Le Pen arrive second au deuxième tour. Donc l'économie, malheureusement, j'aimerais bien que l'économie explique tout, ça m'arrangerait en tant qu'économiste, il y a des phénomènes, et ce qui rend la lutte contre le Front National extrêmement compliquée. Parce que tout se tamponne, tout se mélange, et on a du mal à trouver la cible principale. On va jeter un regard sur l'une des caricatures d'Hervé Baudry. C'est la môme qui piaffe, et la môme qui piaffe, c'est une petite mise en relief avec les 50 ans de Piaf qui se fête actuellement. Et puis, il y a une autre môme qui piaffe, elle, peut-être d'impatience. Exactement. En tous les cas, donc, voilà, tiens, le marin, c'était une chanson de dans ce sondage, Laurent Geoffrin, en tête pour les européennes, le FN menace de devenir le premier parti de France. Il ne se contente plus de brouiller les cartes, il fait le jeu. Et oui, ça change beaucoup de choses parce que, en principe, tactiquement, ça gêne plus la droite que la gauche. Ils prennent plus de voix à droite qu'à gauche. Mais c'est de moins en moins vrai. Et pour la gauche, il y a un problème fondamental, c'est que les classes populaires, à moitié pratiquement, votent pour le Front National. À moitié. Et donc là, la gauche est censée, en principe, en théorie, représenter les gens les plus pauvres, les gens qui sont victimes d'injustice. Censée, oui. Elle est censée. Oui. Et c'est moins vrai. Et donc ça vient au cœur de son logiciel, comme on dit, de son identité. La gauche représente moins bien, moins qu'avant, les classes populaires, encore que Hollande, lui, avait eu une majorité d'ouvriers pour lui. Mais le Front National continue sa montée, et à mon avis... Il continue sa montée, et justement, on va écouter, je vais vous laisser parler sur ce sujet, la réaction de Marine Le Pen au lendemain du score du Front National lors du premier tour de la cantonale partielle de Brignoles. On l'écoute. Je pense que ça démontre, après les deux dernières partielles, que le Front National est véritablement dans une très grande dynamique et qu'il est probablement aujourd'hui le premier parti de France. C'est si vrai d'ailleurs que pour tenter de le battre, l'intégralité de la classe politique se coalise dans une grande caste UMP, PS, PC. Tout ça n'aura pas beaucoup d'influence car je ne crois pas à l'efficacité d'un Front républicain qui est profondément d'ailleurs antidémocratique. Yvan Rioufol, habilement. Très habilement, Marine Le Pen profite du Front républicain pour mettre les partis dans le même sac, l'UMPS et même PC, selon sa formule, et les enfermer dans leur propre piège, on a l'impression. Le Front National est un symptôme. Le Front National, en lui-même, il ne représente rien. Simplement, il est le symptôme de cette société oubliée qui a trouvé auprès de ce parti, en l'occurrence, mais il aurait pu le trouver auprès de l'UMP si l'UMP avait joué son rôle, celui d'un réceptacle de ces douleurs, qui sont partagées par et la droite et la gauche, d'ailleurs, parce qu'en fait, ces crises économiques et identitaires sont partagées naturellement par tous les courants, puisqu'on voit aujourd'hui que les électeurs socialistes viennent apporter leur voix à Marine Le Pen. Donc cela devrait interpeller, me semble-t-il, enfin, si les partis avaient un tant soit peu de logique et d'intelligence, ça devrait les interpeller sur la manière dont ils ont refusé systématiquement de voir les réalités. Je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a eu quand même une volonté un refus, un déni de réalités qui pouvaient déranger notamment la gauche, parce que cela remettait en question
ces grands principes immigrationnistes, et de droit de l'homme, tout ce que vous voulez. Alors, Geoffrin. Mais si, bien sûr que oui. Quand vous voyez, quand vous écoutez le président de l'Union européenne qui est le premier à craindre cette montée du populisme et qui continue à dire qu'il faut que l'Europe s'ouvre encore davantage à l'immigration, qu'elle s'ouvre encore davantage au multiculturalisme. Donc on se dit que Martin Schulz, on se dit que Martin Schulz ne comprend décidément rien au peuple qu'il est censé représenter. C'est ça le grand drame. Et ce drame-là, il est partagé aujourd'hui par cette gauche qui maintenant fait avancer Valls en disant qu'elle a tout compris. Mais enfin, elle le fait depuis maintenant simplement un mois. Alors, Laurent Geoffrin. Est-ce qu'on peut sérieusement dire que l'Europe est ouverte sans aucune protection ou sans aucune défense, je ne sais pas comment dire, à l'immigration quand on voit ce qui s'est passé à Lampedusa? Mais oui. Attendez, laissez-moi terminer. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé à Lampedusa? Il y a des gens qui prennent le risque de mourir, quoi, pour rentrer dans l'Europe. Si c'était si facile d'entrer en Europe, pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Si c'était si facile, il prendrait une ligne régulière. Oui, Dieu merci. Effectivement, l'Europe n'est pas encore ouverte de 80 ans. Mais quand je dis ça, c'est parce que j'écoute ça tout le temps. On entend tout le temps. Mais non, mais c'est pas ça. J'écoute les déclarations de ceux qui représentent l'Union européenne et qui invitent aujourd'hui justement à réfléchir, à ouvrir davantage cette immigration afin qu'il n'y ait pas ces drames. On est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait ces drames. On est tous d'accord pour le dire, mais d'avoir cette réflexion aussi absurde que de dire qu'il faut précisément remettre de ce qui fait l'huile qui est en train de faire jaillir tous ces feux. Mais si, mais vous n'écoutez pas. Alors, je suis désolé, mais alors non seulement vous ne regardez pas les réalités, mais vous n'écoutez pas ceux qui parlent en votre nom. L'Europe finance à grands frais des services destinés justement à empêcher les immigrés d'arriver. Donc on ne peut pas dire qu'elle est ouverte à tout le monde. D'ailleurs, sur ce point, peut-être dans l'interview à paraître demain dans le Nouvel Observateur, François Hollande parle de l'espace Schengen et il est favorable et ouvert à une redéfinition des règles, semble-t-il. Oui, bien sûr, parce que vous savez comment ça fonctionne. Théoriquement, c'est fermé à l'extérieur et c'est ouvert à l'intérieur. Mais s'il y a des pays où il y a une inégalité dans l'accueil ou le refus de l'immigration, ça crée des incohérences. Donc là, effectivement, c'est une chose qu'on peut reconnaître. Mais de là à dire que, en gros, il y a 10%, parce que l'obsession, c'est l'islam. D'ailleurs, le président parle de l'islam. Mais l'obsession n'est pas l'islam. Comment on peut dire que 10%, en gros, c'est 10% des gens... Attendez, c'est un argument, je ne déforme pas. 10% de musulmans vont obliger 90% de non-musulmans à finalement adopter leurs coutumes. C'est ridicule de dire ça. Mais justement, vous m'amenez que l'obsession n'est pas l'islam. Non, mais je réponds juste sur ces points-là parce que c'est toujours les mêmes thèmes qui arrivent. L'obsession n'est pas l'islam. L'obsession, c'est l'islam politique, c'est l'islam radical. Non, mais non, c'est l'islam radical qui est l'obsession. Et l'islam obsède aussi, vous allez voir les hebdos. C'est à la une de l'Express. Que Marine Le Pen puisse avoir ses scores face dans les prochaines élections. Face aux élections européennes, posez-vous la question de savoir pourquoi les peuples ne sont pas idiots. Ils voient bien quelle est la politique de l'Europe. Messieurs, regardez, une question par rapport aux unes des hebdos à paraître demain. J'ai parlé déjà du Nouvel Observateur, on a vu la une avec le sondage qui fait peur, et Marine Le Pen à la une. L'Express avec l'islam, le danger communautariste, le malaise de la gauche, l'escalade de l'islamophobie. Et Le Point, vous allez le voir avec cette question, peut-on encore être français en référence aux extraits du livre L'identité malheureuse. Mais est-ce que c'est pas votre obsession également? C'est une obsession qui est partagée. Moi, je suis très content d'être français. J'ai pas de complexe dans ce domaine. Je suis français, comme vous, comme moi. Mais pardon, vous êtes tous mis d'accord, les trois hebdos, pour qu'il y ait ces unes un petit peu avec la même trame, en tous les cas, le Front National, la peur de l'islam, et peut-on encore être français? Il y a une interrogation dans le pays sur la nation, il n'y a aucun doute. Il serait peut-être temps de le reconnaître, oui. Donc c'est pas simplement une obsession de Rufol. C'est pas simplement une obsession de Rufol que dire que l'identité est au cœur des débats. Vous le voyez vous-même, et vous-même d'ailleurs vous faites des unes là-dessus. Jean-Luc Bourbeau, qui va en placer une depuis tout à l'heure. Simplement pour dire que le 24% du Nouvel Observateur, en quoi c'est important? Et notamment, pourquoi le Parti Socialiste est très mobilisé sur le Front National. On a l'impression que vraiment, il jette des forces considérables contre le Front National, alors que ce n'est pas... Oui, non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a un vrai problème. Si le Front National devient le premier parti de France à l'occasion des élections européennes, pour la France, pour la voix de François Hollande, en Europe, pour son autorité, la patrie qui se dit la patrie des droits de l'homme, etc., etc., c'est extrêmement grave. Vous entendez que le Front National n'est pas pour les droits de l'homme?
Non, c'est extrêmement grave pour lui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la parole de la France va être entachée par l'importance que prend le Front National dans son propre pays. Et c'est pour ça qu'il tire la sonnette d'alarme dans votre journal ce soir. Ah non, apparaître demain. Excusez-moi, il est quand même bien tard. Parce que c'est encore une fois, ces diagnostics, ils ont été faits depuis très longtemps. Et regardez, Yvan Rioufol, pour lutter justement contre cette montée des extrêmes et pour faire face à la démobilisation de son électorat, la gauche, le gouvernement, via Manuel Valls, entame donc une tournée sur le terrain, d'abord à Forbach, et comme nous le dit d'ailleurs Hervé Baudry dans son dessin, moi je crée des zones de sécurité anti-FN. Ben, c'était ma question. Est-ce que justement, clairement, c'est une campagne contre le Front National, même si Manuel Valls... La campagne de Valls ? Oui, ne l'admettra jamais, ou pas à haute voix. Il ne peut pas l'admettre parce que comme c'est financé sur fonds publics, évidemment ça le fout mal, mais en fait oui, il essaye de lutter contre le Front National, c'est vrai. Ouais. Yvan Rioufol, il a raison, le ministre de l'Intérieur, de combattre le parti de Marine Le Pen sur le front de l'insécurité que les Français jugent à juste titre et supportent de moins en moins d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais on ne va pas lui reprocher d'aller sur le terrain pour essayer de se confronter dans des fièvres du Front National, mais encore une fois, le Front National est simplement un thermomètre, et donc il ne s'agit pas de s'en prendre au thermomètre, il s'agit de s'en prendre aux causes. Or, j'observe naturellement et je m'en félicite, que Valls, effectivement, est en train de secouer la gauche et en train de la confronter à ses réalités. D'ailleurs, c'est les termes qu'il emploie. Il veut que la gauche se confronte enfin à ses réalités. Donc, il a un discours qui est très intéressant, qui m'intéresse. Mais en même temps, j'observe chez lui une schizophrénie qui est la schizophrénie de la gauche réaliste et de la gauche dogmatique, dans le fond, qui est de dire ceci et de s'empresser de dire, comme il l'a fait, par exemple, lors de l'université d'été de La Rochelle, de venir s'excuser auprès de ses pairs en disant mea culpa, non, l'immigration est une chance pour la France, l'islam est une religion de paix et de tolérance, et de reprendre tout le chapelet qui fait que la gauche, notamment cette gauche-là, c'est elle-même rendue incapable d'analyser les grands faits sociétaux, les grands faits démographiques qui bouleversent aujourd'hui la société et qui font que maintenant ces grands hebdomadaires s'alarment de quelque chose qui était visible depuis très longtemps. Fait un peu retomber la pression. Oui, il a d'autres atouts en fait pour capter l'électorat du FN. Alors racontez-nous. Avec ce fameux sondage des 20% des Françaises qui... 24% Non, c'était les Françaises qui voulaient coucher avec... Attention, les chiffres c'est important. Alors une aventure torride avec Valls. Et elle serait toute au Front National. Elle serait toute au Front National, voilà. Laurent Geoffrin, Manuel Valls, c'est la seule arme, j'allais dire, disponible du gouvernement pour s'attaquer à cette poussée du Front National? On a l'impression que c'est lui qui est mis en avant. La seule arme, les questions d'identité existent, je ne le nie pas, mais la seule arme, c'est que le gouvernement obtienne des résultats tangibles. Voilà, pour l'instant, ça n'est pas le cas. J'espère, pour tout le monde, et je pense que beaucoup de gens espèrent que ça sera le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc le Front National monte. Jean-Luc Gombault, c'est ça la meilleure réponse, d'ailleurs, d'une manière générale, c'est de répondre aux vraies inquiétudes des électeurs. Ce que vous disiez, Yvan Rioufol, sur les résultats économiques, c'est la lutte contre le chômage, c'est pour l'emploi, contre la suppression des postes. Alors, conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Comme on dit, conditions, mais conditions évidemment nécessaires. Alors évidemment, ce qu'il attend certainement François Hollande, c'est cette fameuse reprise. Je pense qu'il a pris beaucoup de risques. On l'attend aussi, nous. Tout le monde l'attend, évidemment. Tout le monde l'attend. Et tout le monde l'espère. Ça va venir. Il a pris beaucoup de risques en disant la reprise est là. Parce qu'en fin de compte, effectivement, il y a des signes de reprise, mais il n'y a pas de preuve de la reprise. Et on distingue les signes et la preuve. C'est quand même deux choses totalement différentes. Et les gens ne doivent pas comprendre quand ils voient l'histoire d'Alcatel hier, à l'instant, et on leur dit il y a une reprise, il y a une contradiction quand même dans l'esprit de la population. Donc effectivement, si cette reprise ne vient pas, et si en même temps tous les autres problèmes, baisse du déficit, baisse de la dette, etc., évidemment, son affaire ne peut pas fonctionner. Yvan Rioufol, il y a les actes, Manuel Valls sur le terrain, et il y a les attaques verbales des partis, j'allais dire, classiques contre le Front National. Est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Quand ils s'écharpent sur la dénomination du Front National, ou lorsque le député socialiste Thierry Mandon parle de national-fascisme, ça sert à quoi? Et ça affaiblit qui, finalement? Ça sert à rien. On ne s'écharpe pas du tout. On pense que le Front National est un parti d'extrême droite. Voilà. Non, là, en l'occurrence, c'était le porte-parole du Parti socialiste qui dit que le Front National est un parti fasciste. Si c'est un parti fasciste... Non, mais vous n'êtes pas encore porte-parole du Parti socialiste. Non, mais je suis invité ici. Donc le porte-parole du Parti socialiste... Le porte-parole du Parti socialiste dit qu'il le traite de parti fasciste. Donc naturellement, c'est une sottise, c'est une incongruité. Si c'était un parti fasciste, il faudrait l'interdire immédiatement. Et donc, on retombe dans ces diabolisations qui, naturellement, ne font qu'augmenter l'audience du Front National, car cela irrite ceux qui votent pour eux et qui se disent que décidément ceux qui sont en face, au Parti socialiste notamment, ne comprennent rien de leur propre souffrance. Donc naturellement c'est un impensé, c'est une imbécilité. Pour le reste, pour savoir si le Front National... Les mesures qu'ils proposent sur l'immigration, encore une fois, je n'ai jamais dit fasciste et je ne le dirai pas, mais les mesures proposées sur l'immigration sont extrêmement dures. Elles sont même largement étrangères, au contraire,
à la tradition républicaine du pays. Par exemple, la suppression. D'accord, mais je ne plaide pas pour le Front National, je dis qu'il pose les problèmes. Et ensuite, on peut très bien en discuter. Oui, mais il y a un programme aussi. D'ailleurs, les 24%... on ne parle pas du programme du Front National. Et pour dire si le Front National est oui ou non un parti d'extrême droite, c'est une question qui peut être naturellement valable. Mais il faut quand même avoir l'honnêteté de dire, malgré tout, que le parti national, le Front National de Marine Le Pen n'est pas celui de Jean-Marie Le Pen. Alors ce serait naturellement, il serait plus clair pour répondre à votre question que Jean-Marie Le Pen s'effaçasse, si je puis dire, afin qu'on puisse plus dire que le parti de Marine Le Pen soit un parti d'extrême droite. Car de mon point de vue, il l'est beaucoup moins qu'il l'était auparavant. Mais simplement, la figure du père... Il y a moins de Rommel et plus de Rimel. Regardez, pour Hervé Baudry, c'est un peu dent pour dent, parce que si Marine Le Pen parle de l'UMPS, eh bien on lui répond Front National... HS, voilà, c'est plus gentil que nous l'autres. Oui, c'est pas vraiment équilibré. Laurent Geoffrin, sur ces attaques verbales, vous êtes d'accord? Moi, je récuse le mot fasciste, parce que les fascistes étaient violents, ils employaient les moyens légaux de ça. Le Front National est un parti légaliste. C'est pas par la violence non, mais par contre, il pose une question fondamentale, qui n'est pas du tout polémique, mais qui est une vraie question. Est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne ou pas? C'est ça qui va se poser. Parce que le fait que le Front National arrive en tête des élections européennes, alors que c'est le parti qui propose justement de sortir de l'Union. Donc là, alors, il va falloir se prononcer là-dessus. Il ne propose pas de sortir de l'Union, il propose de sortir de la zone euro. Oui, de la zone euro. Non, il ne propose pas de sortir de l'Union, mais il propose de rétablir les frontières nationales. Zone euro. Et le protectionnisme national. C'est ce parti qui arrive pour l'instant en tête dans les sondages aux élections européennes. Plus vous sortez de l'euro, qu'est-ce qui reste de l'Union? Pas grand-chose. On peut peut-être reconstruire cette union qui ne sert pas effectivement à grand-chose, mais c'est un autre débat. Mais c'est un débat légitime. Je pense que tout le monde est européen, mais simplement on est bien obligé de se rendre compte que cette Europe-là n'est pas une Europe qui protège les peuples européens. Depuis tout à l'heure, on a parlé des socialistes, de leur volonté de contenir la poussée du Front National. On n'a pas parlé de la droite, qui n'est pas vraiment en pointe dans ce combat. C'est le moins que l'on puisse dire. Trop occupé peut-être à une guerre fratricide qui se profile et qui monopolise les énergies et les ambitions. Ils ne sont pas très présents. Ah non, qu'ils ne soient pas présents, c'est la moindre des choses. Vous l'entendez, ce silence ? C'est une calamité de voir que ce parti d'opposition n'est pas capable d'émettre une seule idée, ne serait-ce qu'une seule idée originale. Et donc il y avait un boulevard devant l'UMP, et naturellement l'UMP, se tirant dans les pattes, prouve à nouveau qu'elle est vraisemblablement la droite la plus bête du monde, comme cela avait été dit, hélas. Par un socialiste. Pardon ? Par Guy Mollet, par un socialiste. Par Guy Mollet. Et d'ailleurs, sur son blog, Alain Juppé s'inquiète pour la survie de l'UMP à cause, dit-il, des rivalités internes, mais aussi des relations avec le Front National. À force, dit-il, de décomplexer notre électorat, ils vont préférer l'original à la copie. Argument classique. Oui et non, parce que vous voyez... parce que Sarkozy... Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas du tout maligne, mais ça avait réussi en 2007, en reprenant discrètement certains thèmes du Front National, à le limiter ou à le confiner dans sa minorité. Mais il y a un moment où, à force de dire que c'est les mêmes thèmes, ça finit par les légitimer. Je parce que les Français voient bien malgré tout que le Front National a des énormes lacunes, ne serait-ce que du point de vue économique, et qu'il n'a pas l'appareil administratif derrière lui. Donc, on sait très bien que ce ne sera pas un parti de gouvernement. Et donc, je crois que, en tout cas, moi, je ne cesse de le demander, que l'UMP fasse cet effort intellectuel qui n'est quand même pas insurmontable, que de se mettre sur ces terrains. Et c'est un vœu pieux, ce que vous demandez, selon vous ? Pour l'instant, oui, je le vois bien, alors, naturellement. Mais en même temps, j'observe que François Fillon, dont il avait dit qu'il ne voulait pas aller trop à droite, va en tout cas à droite. Je ne sais pas s'il ira trop à droite, mais enfin va en tout cas à droite. Donc va là où il ne voulait pas aller il y a encore quelques mois. Et donc il y a une prise de conscience du fait que, dans le fond, la stratégie dite Buisson, qui était calomniée par lui en particulier, est une stratégie qui, au-delà de caricatures qui ont pu en être faites, est une stratégie qui répondait à des attentes. Voilà. Et la démocratie, les hommes politiques sont faits pour répondre aux attentes de ceux qui veulent Hervé bien. Baudry, qu'est-ce que vous nous avez caricaturé là ? C'est des nouvelles ouvertures de perruqueries en fait en France, en Hexagone. Donc, de perruques blondes, pour qui, tiens donc qui vont pousser, voilà. Pour ressembler au Front National. Peut-être une parenthèse, elle n'est pas plus légère, mais pour terminer sur ce sujet, le Front National qui a reçu un soutien aujourd'hui en la personne d'Alain Delon. L'acteur déclare implicitement sa flamme à l'extrême droite, je cite, le Front National... Ça c'est sûr, mais il le dit peut-être plus explicitement cette fois-ci, je cite donc le Front National comme le MCG. C'est le mouvement citoyen genevois qui prend une place très importante et ça, je l'approuve, je le pousse et je le comprends parfaitement, a-t-il confirmé dans une interview au quotidien Le Suisse, Le Matin. Et Hervé Baudry nous dit Delon, fan du FN, je le préférais dans le Gitan. Et oui, le Gitan, Giovanni, souvenez-vous, 60, je sais plus. Souvenez-vous, oui, il vaut mieux s'en souvenir quand on le dit.
Autre sujet ce soir pour notre club éditorialiste, c'est le gouvernement qui fait face, on l'a dit tout à l'heure, aux plans sociaux. Face aux difficultés, aux plans sociaux, il y a le plan social d'Alcatel-Lucent, avec la suppression, on l'a dit, prévue, Jean-Louis Gombault, de 900 postes en France. Mais depuis le début de l'année 2013, d'autres dossiers et plans sociaux sont venus brouiller la communication du gouvernement, à l'heure justement où celui-ci court après son objectif d'inversion de la courbe du chômage. On voit tout cela avec Jérôme Rabier et on en parle juste après. Regardez. Aux grands plans sociaux, les grands remèdes. Voici la nouvelle devise du gouvernement. Pas question de commettre les mêmes erreurs que l'an passé quand Arnaud Montebourg promettait la nationalisation de Florange en vain. L'exécutif ne veut plus paraître impuissant et répond sous forme de tir groupé à l'annonce d'Alcatel-Lucent qui veut supprimer 900 emplois. La cotisation à la restructuration mondiale d'Alcatel est excessive. Nous ferons tout pour que ces plans puissent être les plus réduits possibles et que l'accompagnement soit le meilleur possible. Une mobilisation générale pour éviter que la baisse du chômage et la timide reprise économique ne soient éclipsées par des annonces de plans sociaux. Car le chef de l'État veut faire passer ce message. Oui, il y a des raisons d'espérer. Ce que je veux surtout souligner, c'est que nous sommes dans un moment où il y a aussi des entreprises qui investissent, qui embauchent et qui créent. Un président qui n'hésite pas à prendre des risques, revenant à Florange il y a 2 semaines malgré la fermeture des hauts fourneaux. La moindre des choses, c'est de venir s'en expliquer. C'est pas de se dérober, c'est pas de fuir. Alors oui, il a été sifflé à son arrivée, mais au final, les syndicats ont plutôt bien accueilli ces annonces pour la filière sidérurgique. Enfin, ils reprennent le dessus, enfin, ils comprennent que pour garder des emplois, il faut un centre public de recherche et développement. Il y a pourtant des dossiers où le gouvernement intervient peu. Le nouveau plan social d'Air France a provoqué beaucoup moins de réactions de l'exécutif. Du coup, les syndicats ont trouvé un coupable idéal. Il s'agit du gouvernement français. Celui-ci encourage ce virage low cost en aidant financièrement Air France à mettre en place son plan de dépeçage de l'entreprise. La communication de crise mise en place à l'Elysée n'évite donc pas les critiques mais permet parfois de les atténuer. Une nouvelle méthode que le gouvernement va encore devoir rôder puisque la justice doit entériner dès demain le licenciement des presque 1200 employés de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord qui s'estime abandonnée par le chef de l'État. Jean-Louis Gombault, c'est une série de plans sociaux et autant de dossiers brûlants pour le gouvernement. Oui, mais avec une donnée nouvelle. Le reportage est intéressant entre ce qui se passe chez Goodyear et ce qui risque de se passer chez Alcatel. Alcatel va inaugurer le fameux plan de sécurisation de l'emploi, la loi sur la sécurisation de l'emploi qui est entrée en vigueur au 1er juillet dernier, je crois. C'est-à-dire qu'en fin de compte, maintenant, les plans sociaux se négocient avec les syndicats. Ils se négocient, et ils ont 4 mois pour le faire. Pour une grosse entreprise, il y a un délai bien imparti de 4 mois, et ils négocient les conditions du plan social. Et si 50%, si les syndicats qui représentent 50% des effectifs de l'entreprise sont d'accord, le plan social s'applique. S'il ne s'applique pas, et c'est intéressant par rapport à ce qu'a dit M. Hollande hier, s'il ne s'applique pas, on retourne à l'autorisation administrative pour les licenciements. À savoir que s'il n'a pas les 50% à l'intérieur d'Alcatel, eh bien, est-ce que l'État osera dire non, vous ne faites pas votre plan social, alors que Alcatel perd 800 millions d'euros par an, il y a 7 milliards d'euros de dettes, qui se trouvent pressés par la pression politique pour dire non, refusez ce plan social. Là, on risque d'avoir un clash important. Alors que dans le cas de Goodyear, il n'y avait que les procédures judiciaires successives et on va arriver peut-être à la fin d'une affaire qui dure depuis maintenant plusieurs années. Donc là, il y a un test intéressant dans l'affaire d'Alcatel. En tout cas, ça montre bien que même s'il y a un peu de reprise, des signes de reprise, comme je disais tout à l'heure, même s'il y a un petit peu de croissance, les plans sociaux quand même continuent. Justement, cela dit, il faut dire que les plans sociaux ne font que 10% des entrées à Pôle emploi. Donc c'est pas la masse. Ils sont très médiatiques et c'est tout à fait normal compte tenu des drames humains qu'ils engendrent. Justement, Yvan Rioufol, ça tombe au plus mauvais moment, même s'il n'y a pas de bon moment. Au moment où François Hollande a repris son bâton de pèlerin pour parler emploi sur le terrain, comme hier à Roanne et à Saint-Etienne, voici qu'Alcatel-Lucent annonce son plan. Oui, et qui met en scène, dans le fond, l'incapacité qu'a le gouvernement à maîtriser ces genres de problèmes économiques qui sont d'abord des problèmes de concurrence, notamment concernant Alcatel. Et il ne faut pas tomber dans le piège, effectivement, d'empêcher une entreprise privée de se restructurer afin qu'elle ait à répondre avec davantage d'efficacité à cette nouvelle concurrence des nouveaux opérateurs privés, notamment de Free, etc., qui a été une des causes du fait qu'Alcatel perde de l'argent aujourd'hui. Donc
Le risque est de voir et de faire apparaître que l'État, qui veut être en première ligne, n'est en fait qu'un acteur accessoire. On l'avait vu déjà naturellement à Fleuranges, et c'est ce risque-là qui peut apparaître encore davantage. Et Hervé Baudry croque ce risque. Florange, Alcatel, Air France, ça fait la perte d'électeurs. Voilà. Et d'autant que ce que l'on attend d'un État, c'est avant tout qu'il aide bien sûr les entrepreneurs. Or, tout ce débat n'est pas tranché. Si l'on entend la colère des entrepreneurs, il semble à peu près évident que les premières mesures qui ont été prises, qui étaient des bonnes mesures de la part du gouvernement, ne sont pas suffisantes et qu'il faut alléger les charges, qu'il faut alléger la fiscalité, qu'il faut rendre un peu de souplesse à toutes ces entreprises qui, effectivement, se cassent la figure aujourd'hui au plus mauvais moment. Et la grande bataille du gouvernement, Laurent Geoffrin, pour conclure, il nous reste peu de temps et l'exécutif le sait, bien sûr, il sera d'abord et avant tout jugé sur ses résultats économiques et sociaux. Oui, et on ne peut pas reprocher aux salariés de se tourner vers l'État quand le patronat ne cesse de faire la même chose. Puisque les subventions de l'État aux entreprises sont énormes. Et quand il y a un problème, en général, le patron prend son bâton de pèlerin et puis il va voir le ministre ou il va voir le président. Donc on ne peut pas dire on ne peut pas reprocher la même chose aux syndicats. Si l'État ne faisait rien, comme vous le suggérez un peu, on lui reprocherait aussi quand Jospin. J'ai fini. Non, allez-y. Je ne me permettrai pas en un mot, peut-être. Non, mais quand Jospin a dit, vous savez, c'est un cas du même genre, il a dit l'État ne peut pas tout, les gens ont compris l'État ne peut rien, et il a été battu aux élections. Enfin, ça a continué à sa défaite. Donc on ne peut pas leur reprocher d'essayer d'agir, même si leurs moyens, évidemment, sont Merci, messieurs. On finit avec la caricature d'Hervé Baudry. C'est Arnaud Montebourg. Parti sur le terrain avec maintenant les téléphones. Son slogan, téléphoner français à présent. Merci à vous. Merci d'avoir été nos invités. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous, surtout de nous avoir suivis. On va clore ce 22h. Eh bien, en musique, cela fait 35 ans, jour pour jour, que disparaissait Jacques Brel. C'était le 9 octobre 1978. Je vous souhaite une belle et douce soirée sur la chanson Quand on n'a que l'amour. À demain, avec plaisir et avec amour aussi.